Merci pour tous ceux qui sont connectés aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de comment soutenir ces étudiants et garantir leur engagement et succès à distance. J'ai vu que Cambridge propose des cours ne proposera pas justement de cours en présentiel pour la rentrée 2020-2021. Voilà, donc j'étais assez surprise. Donc ça va être un petit peu le sujet d'aujourd'hui, comment face à une crise comme celle que nous vivons actuellement, les établissements se sont posés de nombreuses questions sur les moyens de communication pour garantir une continuité pédagogique. Donc certains, comme Paris Dauphine, ont eu la chance d'avoir déjà des outils en place qui leur ont permis d'être très réactifs. Donc ça sera notre première partie. Également Brado, donc directeur du numérique à Paris Dauphine, va nous partager son expérience. Ensuite, on écoutera Rémi Marceron, qui est notre directeur avant-vente, qui nous donnera des exemples que les établissements pourront appliquer sur l'utilisation d'une application mobile. On est persuadé que l'application mobile est un outil qui va vraiment important dans l'université, qui va vraiment vous aider à répondre à des préoccupations pour assurer notamment, par exemple, la rentrée qui va être différente des rentrées qu'on a eues aujourd'hui. Pour rappel, les étudiants, la première chose qu'un étudiant fait le matin, c'est regarder son téléphone. La dernière chose qu'elle fait, c'est regarder son téléphone. Voilà. Voilà les thèmes qui seront abordés aujourd'hui. J'espère que ça va vous aider à répondre ou à continuer la réflexion que vous avez aujourd'hui. Vous avez donc la possibilité de poser des questions, donc n'hésitez pas à en poser, on y répondra et à la fin des interventions. Le webinaire est enregistré, donc si vous souhaitez, vous allez le recevoir et vous pourrez, si vous souhaitez, le partager avec vos collaborateurs. Voilà. Et je vous dis maintenant, bonne écoute. Je vous laisse la parole, Miguel. Merci, merci Laetitia et bonjour à tous. Donc je suis Miguel Membrado, donc le directeur du numérique à Dauphine. Vous voyez bien mon écran, c'est bon? Voilà. Et donc effectivement, nous avons, comme vous tous sûrement, abordé cette crise de manière assez spéciale, totalement inattendue. Mais il se trouve que ça s'est quand même plutôt assez bien passé néanmoins, et c'est cette expérience-là que je voulais partager avec vous. Et puis en particulier comment finalement on a pu anticiper cela, y compris quelques années à l'avance, en mettant en place à la fois des nouveaux usages qui ont favorisé justement cette bascule extrêmement rapide, et puis les bonnes infrastructures techniques aussi, bien entendu, qui étaient nécessaires. Voilà. Et puis, je vous ferai un petit feedback sur ce retour d'expérience et les bonnes pratiques qui ont pu être collectées par les enseignants en particulier, et puis également par le personnel administratif, puis une petite perspective sur qu'est-ce qu'on prépare pour la rentrée. Voilà. Alors, bon, déjà, juste Dauphine, hein, c'est 9200 étudiants en formation initiale, 4800 cadres en formation continue, 600 enseignants-chercheurs, 2200 vacataires et 550 personnels administratifs. Donc, quand même, c'est pas une des plus grandes universités, il y en a des bien plus grandes, mais ça reste donc néanmoins un établissement de taille quand même suffisamment importante pour pas bouger comme ça du jour au lendemain aussi facilement, bien entendu. Et nous sommes membres fondateurs de l'université Paris PSL, PSL tout court, pardon, Paris Sciences et Lettres. Et comme vous le savez peut-être, PSL est le premier établissement français au classement Financial Times en 32e position mondiale. Donc c'est un regroupement d'établissements de prestige de Paris et de l'Île-de-France. Alors, la crise Covid-19, eh bien, elle s'est surtout faite sur trois volets essentiels, hein. Donc là, c'est un petit peu le résultat, et puis je vais vous décrire donc comment est-ce qu'on est arrivé à faire ça. Donc surtout le fait qu'on a pu réellement basculer du jour au lendemain en fait en mode travail et cours à distance, même si bien entendu dans les pratiques des uns et des autres, ça n'a pas forcément toujours été évident, hein, bien entendu. Mais d'un point de vue de l'infrastructure aussi bien informatique que pédagogique, finalement, nous étions préparés.
Et ça, c'est vraiment un point important qui nous a permis de faire vraiment cette bascule du jour au lendemain. Et à partir du moment où on a commencé à voir qu'on allait être confiné, de l'anticiper. Donc il n'y a pas eu de rupture de service en fait. Hein. Tous nos projets ont continué à travailler, à avancer de la même façon. Certains départements de direction au niveau administratif ont mis un petit peu plus de temps à s'organiser parce que bon des situations éventuelles personnelles à gérer. Et puis par contre nous avions un manque d'équipement portable d'un point de vue ordinateur. Donc il a fallu compenser ça très rapidement, mais sinon tout le reste était prêt. Et puis, finalement, le résultat, ça a été en tout cas 1600 cours à distance dès la première semaine et 2200 à peu près en moyenne ensuite, avec 500. Alors, on était en train d'arriver déjà à la fin du second semestre, donc il n'y avait pas autant de volume non plus de cours qu'avant, puisque pas mal d'étudiants étaient, pour certains, partis en stage déjà, des éléments pédagogiques de ce type-là. Donc 500 enseignants impliqués et 6000 élèves impliqués dans l'ensemble de ces cours. Donc on a mis en place des statistiques tout au long de la crise pour pouvoir suivre effectivement cette montée en puissance de manière très régulière. Alors, comment est-ce qu'on est arrivé à faire cette bascule du jour au lendemain? Et c'est pour ça que je me permets de faire ce petit historique. J'ai passé rapidement. Hein, il y a certains éléments en rouge qui sont les choix stratégiques. C'est qu'en fait, dès 2016, on était confronté à une situation qui n'était pas satisfaisante du tout d'un point de vue à la fois messagerie électronique, partage d'informations, gestion de l'information au sein de Dauphine, et beaucoup de shadow IT, hein, comme un peu partout. Et donc là, on a fait un choix stratégique après avoir évalué différentes solutions du marché, qui a été de mettre en place Office 365. Et ça, c'est vraiment ce qui, finalement, 4 ans après, nous a permis d'affronter cette crise de manière aussi sereine que cela a été le cas. Donc c'est très important. Donc à la fois avec une dimension donc à la fois d'infrastructure à disposition pour le côté informationnel et puis les usages qui vont avec, mais également d'un point de vue sécurité, hein, parce que un des enjeux majeurs en fait de cette crise a été aussi de garantir la sécurité avec toutes ces personnes qui se retrouvaient à travailler de l'extérieur de l'établissement et non plus à l'intérieur de l'établissement. Il fallait aussi garantir la sécurité à la fois des accès, des données, et c'était également fondamental. Ça a été un véritable challenge. Voilà, donc assez rapidement, bon, on a fait un truc assez original puisqu'on a déployé d'abord en fait les usages collaboratifs avant même de faire finalement la migration de la messagerie elle-même, ce qui a permis d'acculturer assez progressivement sur 2017 le personnel administratif. Les enseignants, ça a été un peu plus tardif après, mais en tout cas déjà le personnel administratif. Et puis, publication d'un portail de services numériques, ça je le note parce que on va voir que c'était très important aussi finalement dans cette crise, c'était mettre en ligne en self-service tout un tas de ressources pour que les personnels administratifs ou les enseignants puissent accéder en self-service à ces ressources, donc des tutoriels, une plateforme d'e-learning hein, avec 400 logiciels supportés en e-learning, toutes les ressources numériques à disposition, et tout ça s'est enrichi, bien entendu, au fur et à mesure des années. En 2018, ça a été plutôt l'année en fait où on s'est concentré sur les étudiants après avoir migré la messagerie des étudiants. Il y avait déjà un portail étudiant en mode web, et là on a sorti un portail étudiant en mobile avec le framework Campus-M, qui a été fait d'ailleurs au niveau de PSL aussi global, hein, puisque le PSL et différents établissements se sont équipés aussi de cela. Et ça a concentré des accès surtout emploi du temps, l'accès aux notes, les places disponibles en bibliothèque, et puis les retours de livres. On s'est interconnecté à notre système d'information, et puis les actualités, les informations vie étudiante. D'ailleurs, je peux vous montrer quelques copies d'écran déjà. Voilà quoi ça ressemble. Donc l'application mobile avec différentes sections, hein, mes études, l'emploi du temps, la bibliothèque. Bon, pour l'instant, il y a pas grand-chose à la bibliothèque puisqu'elles elles sont fermées. Les notes, bien entendu, l'accès aux messageries, l'accès à un plan de campus avec une application qui a été intégrée également, qui permet de mettre le numéro de bureau, enfin ou le numéro de salle de classe, et puis ça donne à l'étudiant la localisation par rapport à l'un des étages. Voilà. Et puis, bien entendu, tout ce qui concerne la vie étudiante avec ces différentes informations sur l'insertion professionnelle, la vie professionnelle, etc.
Donc une application qui là aussi a monté en puissance progressivement, hein, puisque toutes les premières années, bien entendu, étaient directement intégrées dans le process d'appropriation. Par contre, les étudiants un peu plus anciens ont mis un peu plus de temps à se l'approprier, sûrement par manque de communication peut-être de notre côté, mais en tout cas, ça a été un petit peu plus long. Voilà. Et puis, d'un point de vue infrastructure, il y a eu d'autres éléments importants. C'est qu'on a lancé Teams à partir de fin 2018. Alors, pour nos projets numériques, mais là aussi, c'est fondamental pour ce qui s'est passé dans cette crise. Et on a également refondu toute notre infrastructure réseau et VPN, qui était déjà assez satisfaisante, mais assez ancienne. Là, elle a été refondue avec des infrastructures enfin, modernes, d'actualité. Et là aussi, ça a été fondamental pour tout ce qui a été ultérieur. Et puis, dernier élément d'infrastructure, c'est on a commencé à virtualiser en fait nos salles informatiques, parce on a une quarantaine de salles informatiques dans lesquelles les enseignants et les étudiants, bien entendu, avec des PC à disposition, peuvent venir faire des travaux pratiques. Alors, soit en informatique, soit en finance. Enfin, il y a plein d'utilités, bien entendu, possibles. Et puis, on se rendait bien compte, de toute façon, déjà depuis un certain temps, qu'il fallait sortir de ces salles aussi informatiques et que finalement, il fallait arriver à rendre ce même service à l'extérieur de ces salles, à partir des PC des étudiants eux-mêmes, si possible. Et donc, on a mis en place une infrastructure de virtualisation de chacun des postes de ces salles informatiques pour qu'on puisse en fait avoir le même service en dehors des salles informatiques que dans les salles informatiques avec l'ensemble des bureaux. Et puis, comme vous tous, j'imagine, il y a eu ces grèves de décembre qui ont fait une sorte de rodage, en fait, grève des transports, de rodage sur... alors, pas trop sur les cours à distance, même si ça a commencé, mais en tout cas, déjà pas mal sur le travail. Et notre gouvernance a eu la bonne idée de nous dire de favoriser déjà le télétravail et de ne pas se déplacer pour rien et de ne pas perdre des heures dans les transports. Donc, ça a commencé à ce moment-là. Et il y avait des travaux de télétravail en cours qui étaient en route et avec la possibilité déjà de faire du télétravail un jour maximum par semaine. Mais c'était vraiment tout début du télétravail. Donc finalement, la grève a un petit peu anticipé ça. Et par contre, à partir de janvier, c'était devenu officiel. Puis là, c'est une petite timeline très rapide sur comment ça s'est accéléré tout d'un coup. Donc janvier, un jour, donc télétravail sur demande. Et heureusement, nous avons acheté un super stock de PC portables à ce moment-là, mais qu'on pensait écouler tout doucement au fur et à mesure des demandes de télétravail. Et puis à partir de début mars, les soupçons de confinement, en tout cas, on a commencé à se préparer parce qu'on sentait voir venir les choses. Et donc là, on s'est mis à travailler, en particulier avec bien entendu une task force à la fois de la direction du numérique et du service des ingénieurs pédagogiques de la direction de la formation et de la vie étudiante. On a travaillé ensemble pour réactualiser tous les tutoriels, les mettre et en particulier axer sur tout ce qui était cours à distance, travail à distance, recentraliser les pages et puis les rendre encore plus facilement accessibles en fait à tous ceux qui viendraient. Donc ça a été un travail d'anticipation qui nous a permis vraiment là aussi d'être prêts très rapidement. À partir du 9 mars, on s'est rendu compte qu'il fallait généraliser ça à 100% des gens. Et puis, donc le 12 mars, là, tout s'accélère. On savait qu'on allait être confiné à partir de la semaine suivante. Et donc là, on lance un grand chantier. Finalement, ça a été ça le plus difficile, qui a été de masteriser 50 PC portables pour les mettre à disposition. On commandait 50 autres aussi. Et finalement, on est arrivé à 150 portables au total commandés sur les 3 mois. Puisque les personnels administratifs, bon, les enseignants, bien entendu, étaient tous équipés déjà de portables, hein, mais c'est le personnel administratif qui, assez traditionnellement, avait des PC fixes encore dans ses bureaux et qu'il a fallu équiper pour le travail collaboratif, travail à distance, pardon. Et bien entendu, tout ce qui a été, et c'est là où le fait qu'on ait acculturé déjà les gens à tout ce qui était travail collaboratif dans des librairies de documents SharePoint, a permis à beaucoup de directions alors certaines avaient déjà fait la bascule, hein, mais à celles qui ne l'avaient pas encore faite, de translaser l'ensemble de leurs documents dans les librairies de documents SharePoint, et donc pour y avoir accès à distance à partir du moment où ils étaient sortis, et sans avoir besoin de se connecter au système d'information lui-même, enfin en tout cas au serveur de fichiers eux-mêmes
de l'entreprise, de l'organisation, pour ceux qui encore avaient des fichiers là-dessus. Et donc là, voilà, un peu traditionnellement, ensuite, on a mis communication massive, et puis création d'une communauté Yammer aussi, donc le réseau social de l'entreprise, hein, qui n'était pas très utilisé encore à Dauphine, mais qui a permis de mettre en place une communauté d'entraide et de partage de bonnes pratiques, qui a assez bien marché, qui a permis de s'échanger donc les trucs et astuces des uns et des autres, avec une présence très forte toujours, bien entendu, des ingénieurs pédagogiques et de nous-mêmes en soutien pour tout ce qui était la logistique et les bonnes pratiques aussi, parce que finalement, les bonnes pratiques de travail à distance même de pédagogie à distance, on les connaît aussi à travers ces usages, et puis certains d'entre nous sont enseignants aussi par ailleurs. Voilà. Et donc, voilà à quoi ça ressemble rapidement. Donc, le portail des services numériques de Dauphine. Donc, ça a été vraiment réorganisé complètement ce portail en fonction de cet événement, avec ici des accès directs aux différents tutoriels, l'accès à la communauté Yammer, et puis un petit condensé extrêmement rapide de tout ce que devait avoir sous la main, déclaration d'incidents, création d'équipes Teams pour ceux qui n'en avaient pas encore, organiser des cours à distance, le tutoriel en accès direct, l'organisation de réunions à distance, gérer ces vidéos dans Microsoft Stream parce que avec Teams on peut enregistrer directement et ça se stocke dans la plateforme de vidéo qui s'appelle Stream. Donc comme ça permet aussi de rediffuser en différé les cours aux étudiants qui n'auraient pas pu le suivre. Créer des conversations de groupe, organiser des votes à distance. Ça aussi, on est passé sur le vote à distance pour l'ensemble des instances, le conseil d'administration, les instances de département de formation. Il y a eu des élections d'ailleurs des nouveaux directeurs de département de formation qui ont eu lieu il y a quelques semaines. Donc ça a été très important aussi de pouvoir organiser tout ça à distance et de faire ça de manière légale, enfin avec toute la sécurité juridique nécessaire. Donc on a mis tout ça en place au fur et à mesure, et là aussi en s'appuyant sur toute cette infrastructure logicielle que l'on avait mise à disposition depuis des années finalement. Et bien entendu, ça a accéléré complètement la culturation de ces usages. Et bon, je vais y revenir un petit peu après. Parce qu'il y a des retours d'expérience très intéressants. Alors, une petite copie d'écran aussi, bah là, c'est justement ces fameux cours enregistrés. Là, on voit que les étudiants, en général, ne mettent pas forcément leurs vidéos. Après, ça dépend des enseignants s'ils veulent forcer, entre guillemets, sachant qu'on ne peut pas forcer de toute façon quelqu'un à le faire. Et puis, il peut ne pas être en situation, bien entendu, de le faire non plus, même si ça rend les choses plus conviviales. Mais en tout cas, la pratique était que assez peu de vidéos. Donc, on a ici des transcriptions en plus en temps réel. Et puis, des découvertes assez intéressantes. Hein, c'est que on a un très gros département mathématique, hein, très haut niveau, et qui eux travaillent sur tableau noir à la craie pour la plupart encore, parce que c'est leur outil de travail, c'est comme ça. Et ça a été une grosse crainte, ça, finalement la plus importante au moment de la bascule, comment ça allait se passer pour eux. Et on a travaillé avec certains. Et puis, bon, voilà, la créativité des enseignants a été au rendez-vous. Hein. Soit ils se mettaient des tableaux derrière sur leur mur et puis ils s'enregistraient comme ça directement en écrivant au tableau Velleda derrière. Soit pour beaucoup, ils sont passés sur tablette ou sur logiciel qui leur permettait d'écrire directement et de partager l'écran. Et là aussi, Teams nous permettait de faire ça hyper facilement depuis n'importe quel device. Donc ça a été vraiment extrêmement instructif et extrêmement intéressant. Du coup, d'ailleurs, toutes les vidéos qui ont été enregistrées, et qui, pour ceux qui les ont mis en accès libre en tout cas, nous forment maintenant une ressource, une matière de ressources pédagogiques à analyser après coup qui sont extrêmement intéressantes. Voilà, un petit aperçu sur cette montée en puissance. Hein. Donc la première semaine, donc comme je vous disais, 1600 cours à distance, beaucoup de réunions bien entendu entre l'ensemble du personnel administratif, 9500 participants cumulés. Et puis après, voilà, ça a continué sur ce rythme-là. Donc c'est ce qui montre bien cette bascule vraiment du jour au lendemain. On a eu cette chance d'être prêt finalement à le faire d'un point de vue logistique, en échangeant avec bien entendu d'autres collègues alter ego dans d'autres établissements. Tout le monde n'a pas eu forcément cette chance, avec souvent des problèmes d'accès, ne serait-ce que le VPN saturé
pas suffisamment de possibilités de laisser les personnels ou les enseignants accéder aux ressources qui se retrouvaient un peu prisonnières en interne à l'intérieur des organisations. Donc, nous, on avait pu anticiper tout ça et sortir de ce cadre assez contraint. Voilà. Donc, ça nous a permis vraiment d'envisager tout ça avec assez de succès. Alors, les bonnes pratiques qui se dégagent assez rapidement, bon, il y a 4 types de cours, hein, les cours de type TD et petits amphis. Donc, c'est une combinaison d'outils, hein, je ne vais pas vous les passer tous en revue, mais bon, ceux qui sont importants, ça je ne l'ai pas dit, on avait quand même un LMS aussi, quand même pour tout ce qui est organisation des cours en ligne. Qui était déjà existant, hein, donc avec à peu près 2000 classes virtuelles déjà organisées. Donc ça a aussi bien entendu beaucoup facilité pour le partage du support pédagogique. Et donc du coup, ça devenait Teams le point d'entrée, le LMS pour ceux qui l'avaient déjà structuré. Et puis on utilise un outil aussi interactif qui s'appelle WooClap, hein, comme vous pouvez en avoir d'autres comme Bicast ou autres, qui sont qu'on mettait déjà pour les amphis interactifs et qui étaient très intéressants. Voilà. On avait le problème des grands amphis. Alors bon, nos grands amphis à nous vont jusqu'à 800 places, mais donc là c'est une version spéciale de Teams en direct, mais qui permet de faire à la fois du streaming jusqu'à 10 000 participants, et puis aussi des tables rondes avec plusieurs participants à distance, etc. Tout ça depuis un PC. Donc c'est vraiment extrêmement pratique. Les travaux de groupe, là, il a fallu structurer pour pouvoir faire des travaux de groupe, passer d'une session à l'autre, et là, on s'est pris sur les équipes Teams. Et puis les salles informatiques, où je vous en parlais tout à l'heure, le Citrix avec 43 logiciels embarqués dans les bureaux virtuels, donc logiciels qu'utilisent les enseignants au jour le jour, en fonction de leur matière, et qui étaient embarqués dans cette PC virtuelle accessible, y compris de l'extérieur. Donc vraiment une infrastructure extrêmement intéressante. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé il y avait deux façons d'aborder les choses, hein. Soit transposer mon existant. Alors là sur la partie pédagogique, je mettrais la même chose sur la partie de travail du personnel administratif. Donc, transposer. Donc, en gros, je fais mon cours à distance, mon cours en présentiel, j'essaye de le faire exactement pareil en présentiel. C'est bien entendu ce que beaucoup d'enseignants ont choisi, surtout au début, hein, dans le rush de ce passage en Covid-19. Et donc, c'était bien entendu facile à faire, entre guillemets, rapide. Par contre, on s'est rendu compte que c'était assez fatigant, y compris pour l'enseignant, en particulier quand il enchaînait plusieurs cours, hein, parce que en général, c'est lui qui animait. Alors bon, soit des cours d'1 heure, ça c'était le cas un peu simple, mais il y a aussi des cours, bien entendu, de 3 heures, enfin deux fois 1h30, qui se révélaient être plus difficiles à faire dans la durée. Et difficile, bien entendu, aussi pour les étudiants, avec l'incertitude du point de vue de l'enseignant que de capter l'attention des étudiants, puisque ne les voyant pas forcément avec toutes les contraintes qu'on a vues tout à l'heure. Donc du coup, ils sont amenés à plutôt favoriser des courtes sessions dans ce cas-là, assez peu d'interaction et voilà, avec ces problématiques d'engagement. Et par contre, à l'inverse, et alors soit certains ont pu le faire tout de suite, soit beaucoup, la majorité, ont commencé à le faire après coup, et là on travaille avec eux, et les ingénieurs pédagogiques en particulier travaillent avec eux sur cette dimension-là, c'est comment je transforme mon cours pour qu'il soit un vrai cours à distance, qui n'est pas tout à fait la même chose qu'un cours en ligne, hein, bien entendu, hein, mais un cours à distance qui, lui, donc, est plus difficile à organiser, il n'est pas plus difficile à faire, mais plus difficile à organiser, par contre, qui va permettre d'engager réellement mes étudiants, de les rendre acteurs le plus possible. C'est là comme des outils comme WooClap, les tableaux blancs partagés en mode collaboratif ou les post-it partagés peuvent bien entendu être extrêmement intéressants pour faire des sessions de créativité ou de brainstorming pendant le cours. Favoriser plutôt une pédagogie inversée, hein, pour se concentrer plutôt sur des études de cas en session et justement leur mettre à disposition plutôt un cours en ligne préalable au cours. Donc certains, on avait déjà expérimenté, il y a déjà des enseignants qui font ça à Dauphine, mais ça a permis de le faire expérimenter en donnant l'exemple à beaucoup d'autres, et qui du coup, on se rend compte, ça permet de faire des cours de 3 heures sans problème, parce que justement on le structure avec différentes sessions dans le temps, pendant ces 3 heures, avec des travaux de groupe. L'enseignant peut passer d'un groupe à l'autre en mode vidéo et savoir qu'est-ce qui se passe, et puis après il dit à
à l'ensemble du groupe de se retrouver dans dans la session principale vidéo pour échanger, etc. Donc c'est vraiment ces deux grands piliers. Donc il faut aller de la simple transposition, bien entendu, à la transformation de son cours. Et actuellement, tous les départements sont en train de travailler à tous les niveaux sur les retours des enseignants pour voir comment, à la rentrée, bien entendu, pouvoir continuer à faire cela. Je vous en parlais juste dans ma conclusion. Et puis, pareil sur les usages collaboratifs, hein, puisque il faut que l'établissement continue à tourner, donc c'est très important. Donc là, même chose, soit je transpose tel quel mes usages, soit je les transforme. Alors cette transformation, donc chez nous, avait déjà démarré, comme vous l'avez compris, mais pas forcément pour tout le monde, bien entendu. Donc la simple transposition qui continue, alors ça peut être faire une session visioconférence comme ici, mais continuer à s'envoyer les fichiers en pièce jointe de ces emails. On n'est pas du tout devenir collaboratif. On ne fait que faire des réunions à distance comme on les fait dans une salle de réunion, sauf qu'on est par écran interposé. Mais on n'a pas du tout transformé ces pratiques de travail collaboratif. On perd toujours aussi autant de temps, puisque j'ai appelé les tunnels de visioconférence de la journée de 9h du matin à 19h ou plus tard, où on n'a aucun break, peut-être pour manger un petit sandwich. Vous avez peut-être sûrement tous connu ça, mais c'est absolument infernal, bien entendu. Et donc, il faut arriver à transformer ces pratiques de travail. Alors, c'est plus difficile, il faut le faire collectivement, mais c'est comment je partage l'information, comment je la rends disponible. Hein. Là, il n'est plus question d'aller voir le voisin pour lui dire tiens, est-ce que tu as bien accédé à mon document et je te montre où est-ce qu'il est visuellement comme ça. Non, il vaut mieux le partager, le rendre accessible non seulement à tous ses collaborateurs, mais y compris pour soi, qu'il soit accessible de partout. Quand je disais tout à l'heure que certains départements qui n'avaient pas encore mis leurs fichiers dans la librairie de partager SharePoint, qui étaient encore sur des serveurs de fichiers partagés, bah là, dans l'urgence, ils ont vite compris qu'il fallait qu'ils le fassent très très vite avant de partir en confinement, et ça leur a sauvé la mise pour pouvoir continuer à travailler derrière de manière aussi efficace. Et puis la coédition de documents, là, beaucoup de gens qui hésitaient un petit peu par manque de pratique à aller sur la coédition de documents bureautiques, hein, ont pu du coup le faire. Et là, les partages d'écran, l'exemple de ceux qui étaient déjà très en avance là-dessus, etc., a permis de complètement faire adopter ces pratiques. Et là, on voit qu'il y a un contre-coup du coup maintenant, c'est que il y a beaucoup de gens qui l'ont aussi adopté un peu en mode urgence, et que du coup, il faut revenir aussi derrière pour réorganiser un petit peu les choses de manière encore plus globale et plus massive. Donc, c'est des itérations, adoption, réorganisation, adoption, réorganisation, et qui là s'accélèrent à toute vitesse. Et puis, bien entendu, globalement, on gagne tous beaucoup de temps individuellement et collectivement. Voilà. Alors, il y a eu des soucis, hein, bien entendu. On a bien vu qu'il y avait des étudiants qui décrochaient, hein, comme partout. Ça a même été difficile de détecter ceux qui décrochaient, puisqu'ils étaient difficilement, malheureusement, accessibles. Donc, il a fallu vraiment faire des gros efforts. Et puis, j'imagine des gens qui ont malheureusement pu être qu'on n'a pas pu détecter. On s'est rendu compte aussi qu'il y avait une fracture numérique chez beaucoup de gens, y compris non seulement chez les étudiants, mais aussi dans le personnel administratif ou des enseignants qui ne sont pas forcément équipés, qui n'ont pas forcément d'ailleurs, c'est un peu une découverte pour moi, mais pas de connexion Internet chez eux. Voilà, tout bêtement, parce que moi je baigne dans ça depuis 30 ans, mais pour moi c'est normal d'avoir une connexion Internet chez soi, mais apparemment c'est pas du tout le cas chez tout le monde. Donc ça permet de prendre conscience et de relativiser un petit peu tout ça. Nous qui parfois, en tout cas, baignons dans ces usages numériques à fond, c'est pas du tout le cas de tout le monde. Et il faut vraiment prendre en compte justement ces situations-là, ces difficultés, et les accompagner au mieux et faire en sorte que tout le monde puisse monter non seulement en compétences, mais en équipement, etc., très, très progressivement, c'est très important. Voilà. Alors, j'ai déjà parlé des autres points là, mais ce qui a été aussi très intéressant finalement, c'est qu'au lieu de moi je pensais que ça, et beaucoup de gens pensaient ça, que ça allait déshumaniser un petit peu nos relations. Alors, c'est peut-être l'effet de la Covid, enfin crise et puis un peu angoisse, hein, mais au contraire, j'ai trouvé que les gens se sont énormément rapprochés depuis. Bon, au début, tout le monde prenait bien entendu de ses nouvelles, était inquiet, etc. Mais du coup, ça a créé des liens parfois beaucoup plus forts et inattendus
qu'avant, où finalement on allait aux réunions avec, alors je parle pas de sa propre équipe, hein, mais avec les autres directions ou les autres équipes qu'on côtoie pas forcément au quotidien. On va en réunion, on sort de la réunion et puis il se passe rien, quoi. Rien d'autre que la réunion, je veux dire, professionnelle. Et puis là, au contraire, des relations humaines assez fortes entre les gens. Et c'était vraiment un retour assez intéressant. Donc, pour conclure, on a 3 hypothèses pour le retour enfin pour la prochaine rentrée. Donc Laetitia précisait que certains établissements, Cambridge je crois, mais c'est le cas de Sciences Po aussi en France, et puis sûrement d'autres ont pris la décision de ne pas faire de rentrée donc en présentiel, au moins jusqu'à fin 2020, donc une rentrée en distanciel. D'autres, par contre, et c'est notre cas, réfléchissent actuellement à faire rentrer les étudiants si c'est possible. Il y a 3 scénarios. Bon, le retour à la normale. Alors, si vraiment on peut faire rentrer tout le monde, il a été décidé, ça c'est très important, de néanmoins intégrer, parce qu'à Dauphine, il n'y avait pas de distanciel avant, hein, ni de cours en ligne, ni quoi que ce soit. Dauphine, sa culture, c'était présentiel 100%. Donc, ça a été de franchir un cap important, parce que il y a des enseignants qui ont même dit je préfère faire des cours en distanciel qu'en présentiel, parce que j'ai à ma disposition des ressources finalement bien plus efficaces pour faire interagir les étudiants qu'en présentiel. Hein. Voilà, ça peut être des cas particuliers, mais en tout cas, il y a ce type de retour aussi. Donc, comment acculturer finalement, même dans une situation normale, en imposant un plancher de, par exemple, 20% des cours devant se faire à distance, même si on était dans une situation normale. Et là, il y a différents scénarios, un jour par semaine, on réserve à ça, une semaine sur 2, enfin bref, différents scénarios qui sont en cours de réflexion, rien n'est acté actuellement. Deuxième scénario, c'est qu'à cause des mesures de distanciation sociale, on ne peut pas accueillir tous les étudiants. Hein. Dauphine est assez contraint en matière d'espace. Donc, on a maximum un tiers des étudiants qui pourraient revenir. Et donc là, il faut assurer des cours finalement mixtes distanciels présentiels. Donc là, on travaille à fond à ce moment sur comment équiper des salles pour pouvoir faire ce genre de choses. On a déjà pas mal de matériel audio-vidéo, mais pouvoir que ce soit, en particulier avec notre outil Teams, que ce soit parfaitement harmonieux et que finalement un enseignant qui soit chez lui derrière son PC ou dans une salle à Dauphine, il a juste à cliquer sur un bouton, le même, à réserver son cours. Enfin, c'est pas lui qui le réserve, mais en tout cas que les personnes qui ont planifié ça, pareil, ils ont réservé ce cours et tout le monde y a accès exactement de la même façon et que l'expérience utilisateur, comme on dit, soit parfaitement harmonieuse. Donc, on travaille à fond là-dessus et beaucoup d'établissements de PSL sont en train de travailler là-dessus. Et puis, on prévoit aussi le cas, hein, j'imagine comme vous tous aussi, que à la rentrée, même après peut-être une rentrée en présentiel, il y ait malheureusement besoin de se reconfiner totalement ou partiellement, enfin même totalement en tout cas, et comment bien faire encore mieux, en tout cas d'un point de vue surtout pédagogique. Encore une fois, d'un point de vue logistique, on n'a pas de souci, mais d'un point de vue pédagogique, pour que l'expérience pédagogique, aussi bien pour l'enseignant que pour les étudiants, soit encore bien meilleure en tirant profit de tout ce qui s'est passé ces derniers mois. Voilà. Donc, malgré cette crise qui a été très, très douloureuse pour beaucoup, humainement parlant, hein, et puis peut-être que dans vos proches, vous avez des gens qui en ont souffert, c'est mon cas en tout cas aussi, comme beaucoup malheureusement. Donc, il y a le côté positif, ça a été justement cette montée en puissance sur tous ces usages qui finalement sont là depuis assez longtemps, hein, mais que nos établissements et les personnes qui les composent mettent du temps, et c'est normal, à adopter progressivement. Et là, il se trouve qu'il y a un effet d'électrochoc qui a permis d'accélérer tout ça et qui permet de passer à un niveau supérieur dans ce domaine. Voilà. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Donc, si vous avez des questions, hein, je pense, Laetitia, tu avais dit qu'on pouvait poser des questions juste après, donc n'hésitez pas, je suis à votre disposition. Merci Miguel. Oui, j'ai déjà deux, trois questions, deux questions. La première, donc là les techniques, c'est quelle infra pour le déploiement Office 365, full cloud ou hybride? Est-ce qu'il y a eu des freins de la part des anti-GAFA? Je sais pas trop. Grande question. GAFAM, puisque le M c'est Microsoft, justement, il ne faut pas l'oublier.
Donc, ça n'a pas été un long fleuve tranquille. Non, bien entendu, il y a des réticences. Moi, je considère que c'est des guerres de religion, au sens négatif du terme, en l'occurrence, de la religion négative. C'est des querelles de chapelle. Euh, alors, donc très objectivement, on a évalué déjà en 2016 toutes les solutions du marché, on-premise, comme on dit, sur site, ou dans le cloud. Et on a retenu la solution Microsoft dans le cloud, sachant que nous avons nous-mêmes nos propres data centers à Dauphine. Hein. On a 140 applications qui tournent dans nos data centers. Hein. On a 2 data centers, donc on a une infrastructure extrêmement importante. Hein. Donc on aurait pu tout à fait choisir d'héberger chez nous. Hein. Mais déjà, ce qu'on avait déjà avant, c'était hébergé chez Renater, enfin, point de vue messagerie, hein, voilà. Et tout le reste, c'était des applications métiers. Le LMS était déjà en externe, et donc le choix d'Office 365 a été externalisé. Pourquoi? Pour 2 raisons très simples. La disponibilité 24/7 que nous ne pouvions pas garantir dans nos data centers. Donc disponibilité 24/7, seuls des acteurs de ce niveau-là peuvent la garantir. Renater ne la garantissait pas, hein. Je ne sais pas s'ils ont évolué entre-temps, hein. Mais en tout cas, à l'époque, ne la garantissait absolument pas du tout, enfin opérationnellement parlant, c'était absolument pas le cas. On avait énormément de problèmes à la fois de dispo et de sécurité. Donc on s'appuie sur l'infrastructure sécuritaire en plus de Microsoft, qui est vraiment, je pense, une des meilleures au monde, donc c'est très important. Et j'avais mis un petit item qui était Shadow IT. En fait, nous étions bien moins sécurisés avec toutes ces solutions utilisées par les GAFAM, enfin, solutions GAFAM utilisées en mode grand public, utilisées par les chercheurs, les Dropbox, les Google Docs, Google Gmail, machin et tout ça qui sont utilisés partout, y compris par certains personnels administratifs. Et là, ça a été l'objectif de rationaliser tout ça. Parce que s'ils utilisaient Dropbox et qu'ils avaient besoin de faire, ou GDocs et qu'ils avaient besoin de faire de la coédition, faire du partage de fichiers évolués, donc il fallait absolument leur offrir une solution. Voilà. Et Microsoft a été la solution de choix. Donc l'idée, c'est de faire, et donc c'est du full cloud hein, pour Microsoft, pas d'hybride, hein, c'est assez complexe à gérer. Maintenant, l'hybride pourrait être, en particulier sur SharePoint, réservé uniquement pour des cas extrêmement particuliers de ZRR, de recherche et de certains labos de recherche partagés avec le CNRS. On est en train d'évaluer actuellement ce genre de choses. Mais en tout cas, c'est du full cloud. Par contre, nous, on considère donc qu'on a un système d'information hybride et on le gère globalement de manière hybride. Et ça, c'est très important sur tous les aspects, y compris sécuritaire. On a un RSSI de très haut niveau chez nous qui est en relation avec tous les ministères, enfin toutes les parties prenantes de ce domaine. Et on travaille vraiment de manière extrêmement pointue sur ces aspects-là. Confidentialité des données, RGPD, on a toutes les garanties de l'ensemble des acteurs. Et à chaque fois qu'on prend un acteur du cloud, enfin, j'aime pas dire comme ça en général, mais des acteurs qui offrent leurs services en SaaS et des services professionnels en SaaS et en cloud, bien entendu, la sécurité, la confidentialité, la privacy des données est fondamentale et traitée à chaque fois. Ok, très clair. J'ai une autre question qui était certainement liée à mon introduction, c'est du coup, quelle solution mobile vous avez donc chez Paris Dauphine et comment elle est, si oui, comment elle est intégrée avec vos outils? Donc ça, nous n'avions pas de solution mobile jusqu'à 2018. Enfin, le choix, je crois, a été fait en 2017. En fait, dès que moi, je suis arrivé à Dauphine en 2016, justement, et bon, le premier projet, j'étais le responsable de la transformation digitale à l'époque. Ça a été de mettre en place, justement, non seulement Office 35, mais après, tout ce qui allait permettre de décloisonner et de désiloter, en fait, aussi bien au niveau des personnels administratifs, des enseignants, etc. Et un des chantiers a été très rapidement, avec PSL, celui de l'application mobile pour les étudiants, parce que comme Laetitia l'a dit, c'est le mobile que l'on consulte le plus dans la journée. Donc il y avait des usages assez évidents d'ailleurs, qui étaient déjà avoir accès à son emploi du temps, ce qui n'était pas le cas avant chez nous, depuis son agenda. Et en fait, c'est pas depuis son agenda. On a préféré prendre la solution application mobile pour qu'on puisse avoir toutes les briques nécessaires à l'intérieur, regroupées en un seul portail en fait de l'application mobile. Donc là, il y a une étude qui a été faite et ça a été Campus M qui a été retenu, sur lequel on a travaillé et qui nous a permis de sortir très rapidement une première version. Hein, c'est ça l'avantage
du framework de Campus M. On a travaillé avec la direction de la communication, on a travaillé avec les bibliothèques universitaires, on a impliqué l'ensemble des acteurs, bien entendu, là-dedans pour avoir le meilleur consensus et fournir la meilleure application mobile aux étudiants. Donc pour l'instant, on a d'applications mobiles que pour les étudiants. Et là, on travaille maintenant pour voir comment externaliser ça, comment mettre en place une application mobile également pour le personnel administratif et les enseignants, sachant qu'on est en refonte de l'ENT également, justement de ces populations. C'est intéressant parce qu'effectivement, l'application mobile, elle n'est pas réservée qu'aux étudiants, elle est également réservée aux enseignants et voilà, les personnes qui gravitent autour de l'université et des établissements. Super, bah écoute, merci beaucoup Miguel. Je vais laisser la parole maintenant à Rémi. Merci. Merci beaucoup à vous. Rémi. Alors Rémi, on t'entend pas. Allô, Ouais, vous c'est bon. m'entendez, Laetitia? Ouais, Bonjour, c'est bon. merci beaucoup Voilà. Miguel pour cette présentation très instructive. Vraiment très associé. Je vais partager mon écran cette fois-ci. Voilà. Est-ce que vous voyez bien l'écran que je partage? Laetitia, tu peux me le confirmer? On voit bien. Ok. Oui, pardon, je t'ai en mute. Oui, super. Très bien, merci beaucoup. Bien bonjour, merci d'être présent donc à ce webinaire. Je m'appelle Rémi Marceron et je suis directeur avant-vente au sein d'Exibris. Mon rôle est de vous proposer aujourd'hui la solution en fait Campus M la plus adaptée à vos besoins actuels et à venir, mais ainsi que d'assurer en fait que tous nos utilisateurs, tirent le meilleur parti de cette solution. Et cela bien sûr en partageant avec vous les bonnes pratiques, mais également les défis auxquels nos clients, comme Dauphine, ont déjà été confrontés. Je vais passer en fait les 10-15 dernières minutes à vous présenter la façon dont Campus M a pu et va aider à répondre à certains des défis dont Miguel a déjà bien parlé. Et pour cela, en fait, ma présentation va se dérouler en trois parties. La première partie étant une réponse à la situation actuelle de confinement. La deuxième, on va traiter en fait et voir comment les institutions vont pouvoir soutenir les étudiants dans leur démarche d'inscription à distance et à réaliser aussi une transition la plus souple possible vers cette nouvelle normalité. Et pour finir, je voudrais vous montrer en fait comment Campus M abordera certains des défis auxquels nos clients et prospects seront confrontés à la rentrée de septembre et à l'avenir, puisque c'est une situation qui je pense, va perdurer. Donc, regardons maintenant ce que nos clients ont fait. Et l'accent a été clairement mis sur un certain nombre de défis, dont certains ont déjà été évoqués par Miguel. Un des principaux enjeux ayant été de transmettre le bon message au bon moment et aux bons utilisateurs. Communiquer ce message à un public distribué et s'assurer que vos utilisateurs finaux consomment ces messages, qu'ils reçoivent le bon message au bon moment et qu'ils prennent réellement connaissance de ce message. Nos clients donc ont relevé ce défi en utilisant une gamme de fonctionnalités à leur disposition via Campus M, donc notre application mobile. Par exemple, ils ont continué à utiliser notre système de notification pour envoyer des messages directement aux appareils, smartphones, tablettes ou portails étudiants, afin de garantir que ces étudiants disposent vraiment des bonnes informations au bon moment, lorsqu'ils en ont besoin, et sur leur appareil de leur choix, ce qui est quand même assez important, cette diversité. Naturellement, ces messages peuvent être ciblés et être envoyés à une personne en particulier, ou bien à des groupes, des cohortes d'étudiants, des personnels enseignants, et puis bien sûr, pardon, administratifs. Et ces messages peuvent être personnalisés, permettant ainsi de s'affranchir de la distanciation sociale qui nous est imposée aujourd'hui. Ces notifications, donc ces push notifications envoyées sur les smartphones et autres, peuvent être aussi renforcées en utilisant des bannières qui se trouvent dans l'application elle-même Campus M. En cliquant sur ces bannières, les utilisateurs peuvent ainsi visualiser du contenu fournissant les conseils à jour ou bien d'afficher une page web se trouvant dans l'infosphère de l'université, permettant ainsi de communiquer facilement avec l'ensemble des utilisateurs. Et vous pouvez voir à quel point ces messages sont utilisés, avec des pics de plus de 700 000 notifications envoyées par jour à nos étudiants via leur smartphone. J'ai mis ici en lumière la période durant laquelle la distanciation sociale a été mise en place. Je sais qu'il y a une variabilité de temps quant à cette mise en place, mais j'ai essayé de couvrir, comme vous pouvez le voir, cette période et vous pouvez constater que le schéma d'envoi de notifications a changé.
Il n'est peut-être pas tout à fait au sommet comme au début de cette période, mais il est certainement beaucoup plus constant tout au long de ces semaines. Des centaines de millions de messages ont été envoyés en fonction des informations mises à jour et des nouveaux conseils qui sont arrivés au flux en fait de notre connaissance de cette pandémie, donc tout au long de cette période. Nos clients donc, ont largement utilisé Campus M en utilisant notre système de notification pour faire parvenir des informations personnalisées en fonction des changements liés à la situation. Ils ont pu utiliser les notions de rôle, de groupe, de notification pour cibler ces messages vers les bonnes personnes. Comme par exemple envoyer des messages aux enseignants, personnel administratif, étudiants à distance, étudiants étrangers, pour s'assurer qu'ils reçoivent le bon message au bon moment sur leur appareil de leur choix. Les institutions ont ainsi pu gérer et livrer à bien une campagne d'information tout au long de cette période clé pour s'assurer que les étudiants et personnels soient informés des derniers changements et des dernières préconisations mises en place, tout en bien sûr en se préparant aux changements à venir. Parmi ces changements, il y a le recrutement, les candidatures et inscriptions des étudiants. Comment attirer les étudiants? Comme par exemple les étudiants étrangers, la France étant le 4e pays d'accueil selon l'UNESCO. Cette rentrée universitaire sera bien différente des autres. Avec les défis de la distanciation sociale en cours, les restrictions concernant les déplacements, l'université va devoir identifier de nouvelles façons de développer et maintenir des relations numériques avec des étudiants répartis sur le territoire, mais également à l'international. Là où les institutions traditionnelles misaient sur des visites dans les campus, par exemple lors de journées portes ouvertes, pour présenter leurs offres de formation, leurs locaux, les enseignants, elles devront désormais présenter leurs offres de façon virtuelle et afficher leur investissement dans l'expérience numérique. Voyons donc comment Campus M peut aider en ce sens. Les institutions pourront et peuvent utiliser aujourd'hui, celles qui utilisent la solution, des notions de profil et de rôle pour segmenter l'audience et cibler les messages vers différents groupes. Vous pouvez donc proposer des offres de formation attrayantes aux candidats et en parallèle, envoyer des informations sur les formations en cours n'intéressant que les étudiants déjà inscrits dans votre institution. Tout cela, bien sûr, en utilisant la notion de rôle, de profil, et cela en une seule application. Une seule application qui est téléchargée vers les App Store. Puis, naturellement, les candidats ayant été retenus, garderont la même application et cela de manière transparente. Ils hériteront ainsi de nouveaux rôles en passant d'un profil candidat à celui d'étudiant. Qui plus est, les rôles vous permettent de segmenter davantage votre public, par exemple en ciblant les candidats internationaux pour leur fournir des informations nécessaires, les accompagner au mieux et ainsi les rassurer dans leur démarche. Un deuxième exemple serait pour un cursus particulier au sein de la faculté qui nécessiterait d'engager différemment avec les étudiants avec des compléments d'information. Vous pouvez donc accompagner l'ensemble des candidats et ce de façon personnalisée dans les différentes phases allant de la prospection, la candidature, l'inscription et les études en s'assurant que l'ensemble des processus ont été correctement suivis. En plus de cela, notre plateforme d'intégration permet d'autonomiser vos candidats en leur donnant la possibilité de se servir eux-mêmes tout au long du processus. Tout cela est effectué dans le contexte de l'individu avec des intégrations à des systèmes clés comme votre système de gestion de relations clients, étudiants, votre système d'information. Vous pouvez activer aussi des workflows adaptés aux smartphones et tablettes et les transmettre aux étudiants sur l'appareil de leur choix, là où ils veulent et bien sûr quand ils le veulent. Et puis vous pouvez utiliser notre centre de notification avec des groupes de notifications liés à ces rôles et profils pour délivrer des messages ciblés et personnalisés afin d'encourager vos futurs étudiants en mettant en évidence les informations clés ou les étapes du processus au cours de la chaîne de recrutement. Vous pouvez encourager l'engagement via notre messagerie proactive et voir immédiatement l'impact de ces notifications dont les analyses sont affichées directement dans le centre de notification de Campus M. Et lorsque les étudiants déposent une candidature dans votre établissement, vous pouvez leur offrir un service personnalisé pour les aider à effectuer l'ajustement, quel que soit l'ajustement nécessaire. Vous pouvez fournir une inscription en ligne tout en envoyant des invitations à des événements d'orientation, encore une fois en ligne, distanciation sociale oblige, et vous assurer que vos étudiants auront toutes les informations nécessaires pour l'année universitaire à venir. Et tout cela
est étayé par nos outils d'analyse, qui vous donnent un aperçu de la façon dont les étudiants interagissent avec les services que vous leur fournissez via l'application et les expériences que vous avez créées. La dernière partie de cette présentation portera sur l'expérience des étudiants à partir de septembre 2020. Un bon nombre de défis déjà mentionnés s'appliqueront pour l'année universitaire à venir. L'idée d'un corps étudiant réparti en présentiel et à distance, la nécessité de fournir des informations claires et ciblées, la nécessité de guider les étudiants à travers des moments incertains et stressants, la nécessité de comprendre l'engagement de vos étudiants. Trouvez la capacité de cibler des interventions pour vous assurer de faire passer les bons messages et de façon constructive au bon moment et aux bons étudiants. Et tout cela, bien sûr, alors que votre personnel enseignant et administratif sera confronté au même type de défis. Le Campus M est là pour vous aider. Donc, notre objectif étant simplement de simplifier les interactions avec les étudiants et leur institution durant ces années passées et à venir. Nous fournissons une approche centrée sur l'application mobile, offrant une expérience personnalisée et ciblée dans la paume des mains de vos étudiants. Nous vous proposons donc cette solution consolidant les différents services nécessaires à travers lesquels vous pouvez offrir des expériences numériques intéressantes et utiles. Donc pour cela, notre plateforme d'intégration, donc le framework Campus M, vous permet de fournir un accès à des services clés et de gérer des processus de traitement pour une expérience complètement intégrée. Donc facilitant avec l'utilisation des services universitaires clés, tels que l'apprentissage, le LMS, comme l'avait cité Miguel, donc Moodle, Blackboard, Canvas ou autres. Bien sûr, consolider aussi dans cette même interface ou même application, pardon, l'accès aux emails, l'agenda et l'emploi du temps, donc qui est quelque chose quand même de crucial et de primordial aux étudiants, mais d'autres services tels que les notes, les services de la bibliothèque, et cela pour permettre aux étudiants de se servir directement et de réduire les files d'attente aux différents points de service qui, eux, ne seront certainement pas là physiquement à la rentrée prochaine. Et comme mentionné précédemment, notre approche basée sur les rôles vous permet de fournir une expérience contextualisée à vos étudiants. Vous pouvez segmenter la cohorte, vous pouvez leur donner des informations pertinentes qui leur seront utiles en fonction du contexte, du niveau d'études, de leur discipline, et puis après bien d'autres informations que vous pouvez disposer au sein même du système d'information. Vous pouvez même cibler les étudiants en risque de décrochage, comme l'avait notifié tout à l'heure Miguel, de sorte à les encourager à revenir et de les aider justement à resuivre un cursus normal. Et bien sûr, encore une fois de plus, nos notifications visant à fournir une communication engageante et personnalisée au moment opportun, tout en s'assurant que les utilisateurs finaux prennent bien connaissance de ces messages ou des informations que vous voulez leur transmettre. Nous avons en plus une large gamme d'outils, de solutions qui vous permettent de gérer le contenu des informations à adresser à vos étudiants via la solution Campus M. Comme par exemple notre studio de création qui vous permet de créer des bannières dynamiques et de gérer le contenu. Cet environnement de création de contenu vous permet de gérer et de publier du contenu en temps réel. Grâce à un simple copier-coller, vous allez voir, il est très facile de permettre aux auteurs de contenu de diffuser ces messages. Qui la plupart du temps, en fait, ces messages, sans l'utilisation de Campus M, est souvent répartis sur différents supports, comme le portail web, les médias sociaux, ou via même voilà, l'email. Et cela de manière à ce que les étudiants prennent réellement connaissance des informations que vous voulez leur transmettre. Nos modèles de pages prédéfinis, en plus de la possibilité de copier-coller, permettent aussi aux équipes de publier du contenu. Et cela, quelles que soient leurs compétences techniques et leur emplacement, via une administration qui est intuitive. Et pour conclure, donc il est important aussi que vous puissiez mesurer le bon fonctionnement de l'application. Et donc pour cela, on a mis en place Campus M Analytics, donc une plateforme d'analyse complète qui vous permet d'exécuter des rapports et vous permet de comprendre l'engagement de vos étudiants. Donc pas que des étudiants, on a vu également du personnel administratif ou du personnel enseignant, et de pouvoir bien sûr réaliser des interventions ciblées en adaptant les bannières, en adaptant le contenu et en envoyant des notifications sur les appareils donc de vos utilisateurs. Je vais m'arrêter là parce qu'il nous reste 2 minutes pour avant midi. Voilà, je voudrais laisser peut-être à la place, je ne sais pas s'il y a des questions, Laetitia. Ouais, il y a deux, trois questions. Alors, on va être rapide. Donc, merci Rémi d'abord. Donc, la première, tu as répondu déjà à la question, c'est est-ce que la solution est visible sur portail web, est disponible sur portail web? Oui. Oui, tout à fait. Alors, ce qui est intéressant à savoir, c'est que lorsque vous créez en fait votre application,
vous la créez automatiquement, quel que soit en fait l'environnement, que ce soit un iPhone, un Android ou un portail web, et après créer des ajustements par rapport à ces différents types de supports. Oui, et donc ce qui est effectivement l'utilisation reste identique. Exactement. Donc l'expérience client l'expérience utilisateur est exactement la même, quel que soit en fait le device qu'il utilise ou l'appareil. Et rapidement, deuxième question. Combien de temps on peut déployer une solution mobile? Donc ça, je pense que la question concerne peut-être des universités qui veulent mettre une solution mobile pour la rentrée. D'accord. Alors en général, on demande 2, 3 mois en fait entre le moment du démarrage du projet et la mise en production. Donc ça, c'est des cas en fait, on va dire standards, des déploiements standards. On est sur certains déploiements justement dans des urgences à la possibilité de mettre en production une application en moins d'1 mois. Ok, d'accord. Donc on va dire ce qui va prendre le plus de temps, c'est plutôt travailler sur l'ergonomie et quel est le contenu qu'on veut partager. Mais la création elle-même de l'application, elle est extrêmement rapide et extrêmement simple. Vous êtes encore dans les temps si vous voulez mettre une application pour septembre. Voilà. Euh, une avant-dernière question. Comment s'assurer que les étudiants reçoivent bien les notifications? C'est une information intéressante. Effectivement, donc vous pouvez envoyer donc des notifications donc qui vont se retrouver en fait comme des pastilles sur les applications mobiles, iPhone ou Android. Et on a en fait dans le centre de notification le retour par rapport à cela. Donc savoir combien de notifications ont été envoyées, combien et on a le retour également de combien en fait de notifications ont réellement été publiées sur le téléphone et combien parmi ces notifications, combien ont été accédées et lues. Et donc, ce qui nous permet aussi de renvoyer donc le système, si vous le désirez, avec un simple clic sur un bouton, de pouvoir renvoyer cette notification au personnel, du moins aux utilisateurs qui n'ont pas pris connaissance de ces notifications. Donc, de le renvoyer, de les solliciter de nouveau, sans sursolliciter ceux qui avaient déjà pris connaissance de ces notifications. Oui, c'est important parce qu'effectivement, les étudiants sont souvent sursollicités et voilà, donc ça, c'est important de savoir que possibilité de ne pas le faire. Dernière question, est-ce que est-ce qu'on a une intégration avec Moodle? Oui, on a une intégration avec Moodle, donc vous pouvez dire tout simplement avec j'allais dire un clic, mais tout simplement avec en appuyant sur une icône Moodle, donc l'icône que vous allez choisir, on aura accès donc à Moodle, à l'ensemble des cours qui sont disponibles sur Moodle, les forums aussi qui sont sur Moodle, les notes si vous gérez aussi une partie des notes sur Moodle. Donc effectivement une intégration directement avec Moodle et cela de simplifier. Donc il n'y a pas besoin de grand chose à faire, c'est juste nous donner quelques URL et quelques informations pour pouvoir intégrer cela. Donc Moodle, on parle de Moodle, mais il y a Canvas, Blackboard aussi, il y en a plein d'autres, mais effectivement en France on utilise principalement Moodle. Donc ça, c'est complètement intégré. Oui, d'ailleurs, pour info, bah, malheureusement, on ne pourra pas y participer, mais on devait participer à la Moodle Moot qui devait avoir lieu au mois de juillet. Voilà, pour vous dire qu'effectivement, on a une intégration avec Moodle, sans problème. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez bien entendu recevoir donc l'enregistrement du webinaire. Et voilà. Et donc, je vous souhaite bon appétit et une belle après-midi. Merci. Merci. Bonne nuit à tous. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, Miguel, merci. Au revoir.